Bien, bonsoir à tous, soyez les bienvenus à la Cité de la Santé pour ce cycle de conférences et de rencontres. Donc, qui commence là, on va avoir 3 conférences autour du cancer. Alors, c'est vrai que ce mot désigne beaucoup de choses et des choses très diverses. Donc là, l'objectif, c'était pas de vous faire un exposé sur le cancer, la maladie, mais plus sur l'être humain. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne est atteinte d'un cancer, pour lui, pour ses proches, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue émotif, lorsque la personne est en fin de vie, lorsqu'elle souffre. Voilà, on va aborder ces thèmes-là au cours de ces conférences. Donc aujourd'hui, le 16 mai, et puis le 10 octobre. Voilà, donc 3 conférences sur le thème du cancer. Et je suis très contente ce soir d'avoir notre premier invité, Jacques Deschamps. Vous voyez son nom là sur le PowerPoint. Donc je vais le laisser lui-même voilà, vous faire une présentation. Je suis très très contente de l'avoir ce soir. Voilà, qu'il puisse donc faire un petit exposé. Puis après, comme d'habitude, on pourra échanger tous ensemble et on sera obligé de s'arrêter à 8h. Voilà, je vais aller m'asseoir et je vous laisse me présenter. Bien. Eh bien, écoutez, donc je suis Jacques Deschamps, je suis administrateur bénévole à la Ligue contre le cancer depuis le premier jour de ma retraite. Et précédemment, j'occupais des fonctions à l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Je précise que je ne suis pas médecin. J'ai été directeur d'hôpital, j'ai exercé dans différents hôpitaux. J'ai terminé ma carrière au siège de cette grande maison. Donc, ça peut vous être utile de savoir que je ne souhaite pas répondre à des questions pointues sur les questions médicales. Mais voilà, vous imaginez bien que la thématique de la personne malade, des bonnes conditions de son traitement, est une préoccupation qui m'habite depuis pas mal de temps et j'ai quelques expériences dans le domaine. Là, il s'agit aussi des proches. Des proches, alors chacun a sa définition des proches, c'est la famille, c'est les amis, c'est ceux que l'on côtoie. Ça peut être aussi le monde du travail dans lequel on est inséré. Mais c'est une constatation que l'on fait depuis quelques années, c'est que l'on n'aide pas suffisamment les proches. Alors non seulement on leur demande un certain nombre de prises en charge de problèmes liés à la maladie mais il faut bien remarquer aussi qu'il y a de plus en plus de personnes concernées. Pourquoi ? Parce que le progrès médical fait qu'il y a de plus en plus de malades chroniques. Et notre espoir, s'agissant du cancer, c'est bien sûr qu'il devienne une maladie chronique, sinon une maladie que l'on guérit à 100%. Donc comme on n'arrivera jamais à guérir à 100%, je pense qu'on n'est pas là pour se raconter des histoires sur les espoirs de guérison. Et il faut bien comprendre que, je vous donnerai le chiffre à la dernière page de ma présentation, le nombre de personnes qui vivent avec un cancer parce qu'ils ont eu un cancer ou qui sont dans une phase de rémission très longue. Voilà un peu la problématique et je vais commencer donc ma présentation. Vous ne serez pas très étonné de voir que justement, cette présentation qui est volontairement succincte met en évidence le fait qu'il n'y a pas un cancer, mais des cancers. Donc même si j'étais médecin et si j'étais très spécialiste, je serais dans l'incapacité de vous parler très précisément de tous les cancers, parce que maintenant il n'y a plus un médecin qui peut posséder toutes les connaissances sur la cancérologie en général et les traitements. Donc ne pas oublier qu'il y a cette grande diversité de la maladie. C'est une chance, parce que ça veut dire qu'on est de mieux en mieux capable de comprendre, et donc si on est de mieux en mieux capable de comprendre, ça veut dire qu'on est de mieux en mieux en capacité d'ajuster le traitement. La deuxième grande idée, elle est très simple, c'est que nous sommes chacun différents de l'autre. Chaque personne a son histoire, a son environnement, et vous savez très bien que
trop souvent, on en fait une déclaration de principe, mais que malheureusement, dans les pratiques professionnelles, on n'en tient pas suffisamment compte. Donc, ce qui nous préoccupe, ce qui vous préoccupe, ce qui préoccupe tout le monde, et il faut donc le mettre bien en évidence en introduction, c'est que la maladie, elle s'écrit toujours dans une histoire. Et cette histoire, elle prend ses colorations, elle prend ses intensités. Vous le verrez sûrement avec la conférence sur les émotions. C'est que nous avons tous une représentation de la maladie. Et nous n'avons... Enfin, il y a des dominantes, bien sûr. Mais chacun a une idée aujourd'hui, au moment où je vous parle. Vous avez une idée du cancer parce que vous avez rencontré cette maladie ou vous ne l'avez pas rencontrée. Et même si aujourd'hui, malheureusement, il y a à peu près il y a 365 000 cas nouveaux par an, hein, presque 1000 cas par jour, donc enfin, exactement 365 000. 1000 cas nouveaux par jour de cancer. Ça veut donc dire que, bien sûr, on détecte mieux le cancer aussi, hein, mais se trouve en jeu la façon dont nous pensons à cette maladie et la façon dont nous positionnons par rapport à cette maladie, hein, selon que, justement, nous sommes plus ou moins touchés par la proximité avec la personne malade. Le grand moment du cancer, là où les proches peuvent jouer un rôle, c'est souvent les conditions de l'annonce. Je vous ai dit que chacun avait sa façon de ressentir, de percevoir, d'intégrer cette maladie, mais l'annonce est toujours un véritable traumatisme. Tout le temps. Et c'est la Ligue, avec d'autres, mais particulièrement la Ligue, qui a fait que dans le premier plan de cancer, on demande à ce qu'il y ait une consultation d'annonce. Parce que je redouterais qu'il y en ait parmi vous qui connaissent des gens qui ont appris leur cancer par téléphone, comme ça, parce qu'on leur dit, vous avez des mauvais résultats et il faudra passer me voir très vite. Voilà. Alors ça, c'est la manière la plus brutale. Mais même quand vous avez la consultation d'annonce, où on vous explique que le fait que vous passez du statut de personne bien portante à personne malade, même si le médecin prend le temps, de toute façon, il faut intégrer la nouvelle. Et ça, donc, il ne faut pas penser que ça se passe très simplement. Donc, c'est le premier traumatisme. Il est considérable. Alors, je ne suis pas en train de dire que tous les cancers sont aussi graves, malheureux, bien sûr. Mais la nouvelle est toujours que l'on prend un vrai coup de massue avec l'annonce de la maladie. Donc, forcément, vous allez vous trouver en tant que proche face à une personne qui va intégrer cette nouvelle qui va mettre un certain temps pour intégrer cette nouvelle. Et là, il y a bien sûr de l'inquiétude, j'ai mis. Il peut y avoir des gens qui disent oh non, mais moi ça va, de toute façon je m'y attendais, je savais. C'est le déni, c'est une sorte de crispation. Donc il y a plusieurs types d'émotions. Hein. Et ça se construit dans un certain temps. C'est-à-dire que il faut pas, je pense qu'il est normal que le proche sache que brusquement, si on est dans le même foyer, la personne, elle ne va pas dire qu'elle a très bien dormi, quoi. Et vous allez pouvoir observer qu'elle va très mal. Voilà. Donc là, il y a une vraie utilité de l'attention du proche qui va pouvoir mesurer la façon particulière, du moins être attentif à la façon particulière dont la personne intègre l'annonce de la maladie. J'insiste beaucoup sur ce point-là parce que finalement, très rapidement, on se trouve aux prises avec le deuxième problème qui est le discours médical. Le discours médical, il annonce des étapes. Mais vous êtes bien portant,
vous avez peut-être même pas un médecin traitant fixe, et puis d'un seul coup, vous vous trouvez aux prises avec des rendez-vous à prendre, des examens à passer, des spécialistes à voir. Si on vous propose d'être opéré, l'anesthésiste, le chirurgien, et je vous assure que je ne crois pas exagérer, dans une période d'1 mois, si vous êtes pris en main correctement, vous allez peut-être voir 20 personnes différentes pour la prise en charge de votre traitement. Oui, du rendez-vous pris chez le biologiste, de la personne qui vous explique le résultat. Enfin, je ne vais pas refaire la liste, mais ce ne serait pas étonnant. Hein. Ce ne serait pas étonnant. Donc, vous allez devoir prendre les rendez-vous. Il va falloir que vous expliquiez à la personne avec qui vous prenez rendez-vous. Enfin, voilà. Voilà. Et donc là, vous imaginez bien que le proche peut être un facilitateur. Hein, parce que c'est un vrai parcours quand même, un vrai parcours avec des étapes qui ne sont pas faciles à franchir. Voilà. Hein, et c'est ce que je dis donc, le proche médiateur. Il est médiateur à l'hôpital, parce que, encore une fois, l'hôpital, c'est des lieux, la radiologie, il faut trouver la radiologie, il faut trouver le labo, il faut trouver le scanner, il faut trouver l'hôpital de jour, il faut trouver... voilà, tout ça, c'est un parcours au sens même physique du terme qui est éprouvant, dans lequel vous pouvez vous perdre, parce qu'on n'est jamais... L'angoisse que l'on a, l'inquiétude que l'on a, l'émotion que l'on ressent, on ne rentre pas de façon innocente dans un hôpital quand on est malade, eh bien... Voilà, si on est accompagné, ça peut être facilitant. Et en ville, c'est pareil. Je veux dire, en ville, vous avez aussi un parcours, parce que tout ne se passe pas forcément à l'hôpital. Les séjours et les prises en charge sont de plus en plus fractionnés. Vous passez le moins de temps possible à l'hôpital et ce n'est pas une mauvaise chose. Mais voilà, ce n'est pas pour autant que vous êtes en capacité, quand vous êtes malade, de vous assumer. Donc cette fonction du proche, là, est très importante. Voilà. Et puis, je reviens sur le deuxième paragraphe, le discours médical. C'est-à-dire qu'il y a des termes. Personne ne comprend tout la première fois, même si on vous explique très bien pendant un quart d'heure. Chaque spécialiste a son discours. Et donc c'est important de pouvoir être attentif à la façon dont est intégrée les informations que l'on transmet aux malades. Voilà. Voilà. Je reviens un peu sur ces étapes, ce parcours. Et ce que le proche peut apporter dans cette fonction d'assistance et de médiation avec des interlocuteurs qui se multiplient. Si on est dans une vision un peu schématique d'un parcours simple, vous sortez de l'hôpital, vous vous retrouvez avec un certain nombre de papiers. Voilà. La bonne compréhension des papiers. Vaste sujet. La constitution d'un dossier médical. Bien gardé, présent à l'esprit la façon dont il faut organiser les examens qu'on a subis, les comptes rendus qu'on a eus ou pas eus, enfin, etc. Hein. Les rendez-vous à prendre, parce que vous sortez toujours avec des rendez-vous à prendre, avec des bilans forcément à faire. Hein. Voilà, donc il y a un moment tout à fait important qui est la sortie. Je vais vous dire après comment on peut essayer de mieux se préparer à toutes ces étapes du parcours. Et puis, vous avez des modes de prise en charge qui sont de plus en plus diversifiés. Alors, l'hôpital, déjà, vous avez parfois l'hôpital de semaine. Ce n'est pas la même chose de retourner à l'hôpital pour 5 jours, de rentrer chez soi et d'être obligé d'y revenir le lundi matin. Vous avez comme ça des organisations de séjours qui peuvent être plus ou moins complexes. Vous avez des gens qui sont aussi hospitalisés à domicile. Voilà. Et puis, vous avez des prises en charge qui se font dans des réseaux de soins spécialisés en cancérologie qui existent en ville,
alors qui existent à Paris, mais qui sont relativement peu activés parce qu'il y a une telle densité de lieux de soins dans Paris que les réseaux de soins fonctionnent moins bien. Mais vous avez ça dans toute la région Île-de-France, dans l'Essonne, le Val-de-Marne. Il y a des réseaux de soins qui fonctionnent très bien et qui sont spécialisés en cancérologie. Vous avez le rôle du médecin généraliste, qui parfois est important. Et puis, vous n'avez pas que le traitement uniquement lié à la maladie de cancer. Il y a des soins supports qui peuvent être apportés pour faire en sorte que la personne atteinte de cancer vive mieux sa maladie ou sa rémission ou sa guérison. Les soins de support, c'est de la sophrologie, ça peut être de la kinésithérapie, ça peut être des séances d'activité physique. Je l'ai mis adapté à la prise en charge des malades cancéreux. Voilà. Donc, je l'ai mis à la fin de mon image. Voilà. Mais c'est si vous voulez, plus on spécialise la prise en charge des cancers, plus on essaye de l'améliorer, plus vous vous trouvez avec des options, en quelque sorte, qu'il faut connaître. Et, si vous voulez, le premier souci, que ce soit pour le malade ou pour les proches, c'est de connaître l'existence de ça, parce que vous n'avez pas forcément l'information. On ne va pas forcément vous la donner. Alors on va sûrement vous dire le jour où vous sortez de l'hôpital, mais on ne va pas forcément vous expliquer comment vous pouvez exercer une activité physique parce que vous êtes dans un état qui permet de... Et ça va vous aider parce que, par exemple, un des traits forts du cancer et de l'après-cancer, c'est qu'on est fatigué. Et la fatigue liée à la maladie, ce n'est pas la même chose que la fatigue liée à un exercice physique. Et bien souvent, si vous faites un exercice physique et vous vous fatiguez réellement, vous allez mieux parce que c'est une bonne fatigue en quelque sorte. Hein? Donc, et l'existence des soins de support, ou faire de la sophrologie, ou faire de la relaxation, ou faire du yoga, enfin, avoir de l'acupuncture, enfin, vous avez le droit de penser qu'il y a des soins supplémentaires qui ne sont pas des soins purement médicaux, qui vont vous apporter un bien-être, une amélioration de votre état. Voilà. Donc tout ça, il faut le connaître, il faut le savoir, et puis c'est adapté, plus ou moins adapté au type de cancer que vous avez. Alors je reviens, je ne l'ai pas dit encore, sur la nutrition qui figure là, parce que la nourriture c'est un sujet majeur aussi. Hein, donc on peut constater que quand on est un peu déprimé, et je vous ai dit que la maladie déprime, le choc, l'annonce, mais il y a aussi le parcours, eh bien vous avez tendance à ne pas manger. À mal manger ou à perdre l'appétit ou à penser que vous n'avez pas de goût à manger. Donc, tout ce qui tourne autour de la nourriture dans notre société française est important et on y tient et on a raison d'y tenir. Donc, c'est un levier, un appui d'être attentif à la façon de préparer la nourriture et d'aider les gens à dire mais je me fais plaisir en quelque sorte. Hein. Le plaisir, ça fait partie de la guérison. Redécouvrir le plaisir d'une activité physique ou de manger un bon plat. Voilà ce qui est en jeu dans le parcours de soins et qui peut être pris en compte, doit être pris en compte avec attention par les proches. Attendez, je crois que j'ai été un peu vite là, non ? Oui. Alors, si, là, ce que j'ai voulu marquer là sur la rémission, c'est, je vous ai parlé de l'annonce et de la façon dont on intègre la nouvelle, mais quand on vous dit, bah, écoutez, là ça va mieux, on va arrêter le traitement, vous reviendrez me voir dans combien ? Dans 6 mois au début, vous êtes suivi selon le cancer, à un rythme semestriel, annuel.
Et puis si tout va bien, au bout de 5 ans, vous entrez dans... On a tendance à dire, et c'est pas faux évidemment, que si vous êtes toujours en forme au bout de 5 ans, c'est que vous avez... Bon, vous pouvez avoir une autre maladie, puisqu'on termine tous avec des pathologies diverses, mais vous êtes dans une phase bien positive de l'évolution de votre cancer. Comment la personne intègre ça? C'est la même chose que l'annonce de la maladie. Il y a des gens qui peuvent tourner la page. Il y en a d'autres qui ne tournent pas facilement la page, qui sont toujours dans l'angoisse de la rechute ou dans la... Voilà. Donc il faut être attentif à cette période bien particulière où la personne, elle est dans une phase consolidée de sa maladie, mais qu'est-ce qui va se passer? Je vous ai dit, pendant les 5 premières années, il va y avoir des bilans réguliers. Donc, dans les jours qui précèdent le bilan, figurez-vous que les gens y gambergent un peu. Ils se disent, tiens, mais est-ce que quand je vais aller passer mon examen, est-ce qu'on va me trouver une métastase quelque part? Vous connaissez le terme, hein? Est-ce qu'on va me trouver une tâche quelque part qui va demander... Enfin, vous voyez, tous les gens qui se rendent à une visite de contrôle... voilà, c'est ce que craignent les gens dans le langage commun. Vous allez voir chez un médecin, vous sortez malade, quoi. Vous êtes pourtant très bien portant, il vous a trouvé quelque chose. Alors imaginez quand vous avez eu une maladie grave et que vous allez faire un bilan, cette perspective-là, vous la remuez dans votre tête un certain nombre de fois. Hein. Vous la remuez un certain nombre de fois et vous la remuez un certain nombre d'années. Hein. Alors ça ne veut pas dire que vous y passez forcément beaucoup de temps chaque jour, mais chacun a son rythme et chacun a sa façon de vivre ça, cette période de est-ce que je suis dans la guérison? Qu'est-ce que ça signifie guérison? Est-ce que je ne vais pas rechuter, etc. Voilà. Donc, pour en revenir à la relation malade-proche, le temps du traitement, c'est une épreuve. Et cette épreuve, eh bien, ça génère de la fatigue, des émotions. C'est une usure physique quand vous devez vous occuper de quelqu'un qui a des soins à domicile. Ça peut ou s'occuper de sa toilette, enfin de tous les gestes du quotidien dans la relation. Ça use, ça met à l'épreuve les relations, et vous savez très bien que la maladie peut briser des relations. Malheureusement, statistiquement, on ne peut pas, je le dis de façon un peu primaire, mais ça se produit. Hein. Ça se produit, c'est-à-dire que nous avons des femmes, si vous prenez par exemple un des cancers le plus fréquents, le cancer du sein, vous savez très bien que des femmes, après une intervention, la façon dont elles intègrent l'ablation d'un sein, ne parlons pas des deux, mais d'un sein, ça change complètement l'image du corps. Il se joue beaucoup de choses dans la relation, forcément, entre les personnes qui sont mari et femme ou compagnons. Voilà. Il faut en être conscient. Hein. Donc, il y a cette dimension, vous avez parlé en introduction de la dimension psychologique de la maladie. Bien évidemment, les relations ne sont faites que de psychologie qui se conjuguent plus ou moins, hein, heureusement. Hein. Voilà. Alors, il ne faut pas ça. Je dis pas ça pour culpabiliser, je dis ça parce que c'est normal qu'on se pose ce type de questions. Et il faut savoir qu'on va les rencontrer, ces difficultés. Alors on n'est pas obligé de les vivre simplement enfermés dans une relation exclusive. Hein. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il faut il faut se mettre en capacité de pouvoir en parler. Alors en parler sans avoir l'impression que l'on brise un tabou. C'est normal d'en parler. Maintenant, comment en parler, à quel moment, ça c'est bien sûr, ça dépend de beaucoup trop de circonstances pour que j'ai la prétention de donner des conseils. Hein. Mais voilà, il faut savoir que
ça fait partie des menaces de la maladie que de générer des crises, hein, en quelque sorte relationnelles, et qu'on n'est pas obligé d'attendre le temps de la crise. Ça peut s'anticiper. Alors, maintenant, j'ai listé suffisamment de problèmes, je pense, et qui sont d'une suffisante gravité, pour essayer d'indiquer un peu comment on peut traiter et comment on peut trouver des appuis. Voilà. Alors, à l'hôpital, bien sûr, il y a les professionnels, il y a des services qui fonctionnent bien, qui accordent de l'importance à la transmission des informations, non seulement aux malades, mais aux proches. Bien sûr, je ne suis pas en train de faire une critique des équipes soignantes. Je ne suis pas en train de faire une critique des professionnels de santé. Mais je dis que quel que soit leur professionnalisme, quel que soit le temps qu'ils consacrent au dialogue et à l'échange, je crois que je vous ai donné des repères qui permettent de penser que de toute façon, vous n'arriverez jamais à satisfaire la curiosité et vous n'arriverez jamais à lever toutes les inquiétudes et toutes les ruminations, parce que une fois qu'on a entendu des informations, même très complètes pendant un quart d'heure, on rentre chez soi et puis voilà, et puis on a envie, ça déclenche d'autres questions. Hein. Et on n'a pas forcément envie d'attendre 3 mois pour avoir la réponse à la question que l'on se pose. Vous savez d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui passent beaucoup de temps sur Internet. Et puis ils finissent par se faire peur parce qu'à force de chercher, ils croient trouver leur solution, la solution à leurs problèmes ou à leurs questionnements. Voilà, c'est une vraie interrogation que de savoir si c'est un bien ou un mal. Je ne vais pas traiter le sujet parce que c'est un sujet en soi, d'aller chercher des informations comme ça sur Internet, puisque vous le savez sûrement, mais Doctissimo est le 2e site informatique consulté en France. Hein. Donc c'est dire le nombre de millions de connexions qu'il y a dans l'année sur des... Voilà. Donc c'est vrai qu'on peut aussi avoir ces informations, mais il faut les intégrer toujours dans une histoire individuelle. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, par exemple à la Pitié-Salpêtrière, puisque nous sommes en collaboration avec la Pitié-Salpêtrière, il existe une maison d'information santé où il y a une personne qui peut apporter des renseignements aussi sur le cancer. Hein. Donc voilà, on peut conseiller aux gens d'aller dans cette maison. La Pitié-Salpêtrière, vous connaissez, c'est le plus grand site hospitalier européen. Donc il faut la trouver, la maison d'information santé, mais enfin on peut la trouver. Hein. Il y a ce qu'on appelle les espaces rencontres information. Il y en a à l'Institut Curie, qui est un centre anticancéreux particulièrement réputé pour les cancers du sein. Et vous savez que c'est une des maladies les plus fréquentes cancérologiques de la femme. Donc il y en a à l'Institut Montsouris, il y en a à Saint-Louis. Il y a des espaces comme ça dans lesquels on peut rencontrer des gens qui ont ce temps d'écoute, hein, et qui ont l'habitude de dialoguer avec des personnes qui sortent même à la limite de la consultation et qui, en descendant l'ascenseur, se sont dit « mais oh, j'ai oublié de parler de ça, qui c'est qui va pouvoir me répondre ?» Si vous savez qu'il existe ce type de lieu, hein, qui est référencé dans l'hôpital, on peut trouver des informations, des brochures, des documents, etc., qui sont, par exemple, dans ces espaces-là, vous avez souvent des conseils pour les prothèses capillaires. Ce n'est pas forcément le service qui va vous donner une adresse pour avoir une prothèse capillaire, parce qu'on a scrupule à en parler. On s'est dit, on a posé la question, est-ce que je vais perdre mes cheveux ou pas, parce que le traitement est agressif. Mais on n'a pas forcément eu l'idée de dire mais comment je vais faire si je veux. Voilà. Je prends cet exemple parce qu'il est assez fréquent malheureusement. Voilà. J'ai mis les associations de malades. Je ne parle pas que de la Ligue contre le cancer. Il y a des associations de malades très actives par pathologie cancéreuse et sont généralement de bons conseils parce que vous le savez bien, vous qui êtes un groupe, que
bon, le coaching par les pairs, en quelque sorte, l'échange avec des gens qui nous sont tout à fait proches, ben ça facilite les choses. Hein. Donc, ne pas oublier les associations de malades. Elles ont l'habitude de ces interrogations, de ces échanges. Hein. Et au point que maintenant, je vous ai dit toute l'attention qu'on a portée aux proches, et qu'on essaye d'en tenir compte dans les organisations de prise en charge, mais maintenant on parle même de patient expert. C'est-à-dire, forcément, un patient expert, c'est un ancien patient guéri qui collabore avec des associations de malades ou qui collabore même avec des équipes médicales. Et là, on sait qu'on peut trouver quelqu'un qui a une bonne connaissance de la maladie et qui sait partager vos inquiétudes, répondre à vos questions. Voilà. En ville, alors je parle surtout de ce que je connais, puisque toute ma carrière s'est déroulée à Paris, mais ça existe. Il y a d'autres formules dans d'autres villes. Vous avez les services sociaux, parce que vraiment, ce que l'on devait faire aussi dans la consultation d'annonce que j'évoquais tout à l'heure, c'était aussi le bilan de la situation de la personne. C'est important de savoir quand vous traitez quelqu'un, s'il habite dans un appartement correct au rez-de-chaussée ou s'il habite au 5e sans ascenseur. Parce que le jour où vous allez lui dire, voilà, aujourd'hui, vous allez sortir, si la personne, elle est peut-être bien du point de vue dans le regard du médecin, à son stade de traitement, mais si elle ne peut pas monter les 5 étages, il y a quand même un léger malaise. Hein. Donc, ne pas oublier, et je le dis, ça c'est transversal à l'hôpital ou en ville, l'importance de l'assistante sociale, qui est une professionnelle, qui est parmi les professionnels de santé que j'évoquais tout à l'heure, mais qu'on peut retrouver aussi en ville. Hein. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et alors, à Paris, il y a des services sociaux spécialisés parce qu'il y a des accueils cancer de la ville de Paris. Ça a été créé il y a quelques années. Et là, vous trouvez des équipes spécialisées. Vous avez une assistante sociale spécialisée qui prépare des dossiers, y compris pour la Ligue au cancer, parce que nous, on peut aider les gens à rentrer chez eux ou on peut leur donner des secours financiers. C'est ces accueils cancer qui nous envoient pratiquement presque la moitié de nos dossiers. Et puis, vous pouvez y rencontrer des psychologues, vous pouvez avoir des indications sur des appuis. Voilà. Et notamment, vous avez aussi des groupes de parole. Je parle pour les malades comme pour les proches. Nous allons probablement monter un groupe de parole pour les proches, voilà, d'expression, à la rentrée prochaine, parce qu'il y en avait dans Paris, et en ce moment, il y a un déficit de ce point de vue-là. Hein. On est très sollicités pour des échanges par rapport aux proches. Voilà. Donc c'est un conseil que vous pouvez donner à vos amis. Et les groupes de parole, nous en avons un, nous par exemple, dans nos locaux, mais il en existe dans différents lieux de Paris où les personnes viennent exprimer leur inquiétude dans un univers qui est cadré à la fois techniquement, professionnellement. Généralement, dans ces groupes de parole, il y a à la fois un médecin et une psychologue qui sont capables non seulement de faire l'animation du groupe pour qu'elle exprime les problèmes, mais aussi de répondre, bien sûr, à beaucoup de questions. Voilà ce que j'appelle la prise en considération des proches. Alors bien sûr, derrière les proches, il y a toujours les malades, hein, je l'ai rappelé, je pense, et vous comprenez que, je vous ai indiqué des pistes. Alors, j'ai remis aux animateurs là, un certain nombre de documents. Vous trouvez des indications pour ce qui concerne la Ligue. Je pense que ça a été mis à la sortie. Vous pourrez voir que nous avons, par exemple, un groupe pour les malades. Nous avons des visites à domicile aussi, hein, parce que un des problèmes essentiels, bien sûr, ça peut être l'isolement quand la personne revient à domicile. Et nous avons aussi un système de prise en charge, hein, des familles pour les personnes qui ont un enfant malade ou pour les personnes atteintes d'un cancer, le service d'aide avec des aides ménagères au retour à domicile. Hein.
Et nous déclenchons ces aides plus vite que les services sociaux de la caisse primaire d'assurance maladie, par exemple. Voilà. Alors n'oubliez pas, vraiment les assistantes sociales, même si je ne les ai pas mises là, j'insiste, parce que après, il y a le handicap que peut occasionner la maladie, et c'est bien évidemment avec une assistante sociale que vous allez pouvoir trouver les bons conseils pour savoir si vous devez demander un pourcentage d'invalidité. Voilà, c'est vraiment central. Et les services sociaux qui sont en ville, hein, à Paris, il y en a mais dans toutes les communes ou les cantons périphériques, ça existe aussi. Donc il y a un service social qui peut vous aider à remplir ces dossiers. Beaucoup de gens, et là je reviens aux proches, quand vous êtes malade, vous n'avez pas envie de remplir des papiers, hein, franchement. Hein, donc vraiment, là c'est un des rôles des proches que d'être attentif à ces procédures. Je veux laisser du temps à la discussion, donc je parle déjà depuis un bon moment, je vais arrêter. Je termine, c'est ma dernière vue, et puis après on aura des échanges, aussi longtemps que vous le désirez. On va parler de la guérison. Alors la guérison, voilà, je ne reviens pas sur la problématique de l'oubli, mais ça restera un sujet. Hein, ça restera un sujet. Et c'est un sujet même du nouveau plan cancer qui a été annoncé le 4 février dernier par le président de la République. Il veut que l'on réfléchisse au droit à l'oubli. Alors le droit à l'oubli, c'est quelque chose de très précis. C'est qu'aujourd'hui, quand vous voulez avoir une assurance, quand vous voulez emprunter, si vous êtes un malade cancéreux, vous risquez d'être taxé ou d'être interdit d'emprunt. Il y a un dispositif spécial que la Ligue et d'autres associations ont mis au point, mais qui a ses limites. Hein. Donc, retenez que pour tous ces sujets, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas une double peine. Vous avez eu la maladie, mais en plus, on va en garder de traces qui va vous pénaliser. Hein. Donc, il y a un numéro que vous trouverez sur ce carton où vous obtiendrez tous les renseignements, y compris pour l'aide juridique, y compris pour le dispositif assurantiel et l'emprunt. Et ça, c'est un numéro qui est à la Ligue, mais qui a l'aval, bien sûr, de l'INCa, l'Institut national contre le cancer. Et c'est un des objectifs du nouveau plan cancer, qui sera finalisé dans le mois qui vient, que de nommer un chef de projet pour la concrétisation de ce droit à l'oubli. Alors, il est particulièrement important, l'oubli total ou partiel, sur le sujet du retour à l'emploi, qui est une problématique très importante. Hein. Parce que, on a parlé tout à l'heure, enfin j'ai parlé que finalement de l'acceptabilité par l'environnement des proches, voilà comment le tissu relationnel proche réagit, mais qu'est-ce qu'on a dit dans son entreprise? Est-ce qu'on en a parlé à ses collègues? Est-ce qu'on en a parlé à sa hiérarchie? Est-ce que le médecin du travail est au courant? Est-ce que je vais passer une visite de reprise? Est-ce que je devrais être reclassé ou pas? Est-ce que je pourrais reprendre mon emploi précédent? Autant de questions qui dépendent du type de cancer et du type d'entreprise, mais qui est en soi une problématique. Et là, il faut savoir que, il y a des appuis à prendre avec les services sociaux, avec celui de l'entreprise s'il existe, la maison sur le handicap qui existe dans chaque département, voilà, pour cette aide au retour à l'emploi. Alors dans le contexte où nous trouvons de l'emploi, vous imaginez bien que c'est un sujet majeur. Hein. Voilà. Et donc j'avais dit, pour terminer, que je vous donnerai le chiffre. Aujourd'hui, vous côtoyez 3 millions de personnes qui ont eu le cancer en France. Hein, donc vous imaginez ce que ça représente comme problématique. Aujourd'hui, il y a 3 millions de personnes qui ont été guéries ou qui
qui sont malades chroniques. Et l'espoir, c'est que si vous en avez 365 000 qui entrent chaque année, vous voyez que ça fait un chiffre. Potentiellement, il y en a, ces 3 millions vont augmenter, hein, bien sûr. Parce que le taux de cancer, pour bien comprendre, il y a 2 taux de cancer. On en détecte de plus en plus parce que la médecine progresse et parce que nous vieillissons. Et donc, à force de vieillir, on finit par attraper une maladie. Donc, il y a cette évolution démographique qui fait que ça nourrit le stock de cancer, passez-moi l'expression. Voilà. Donc, voilà. On a de plus en plus de malades, mais on a de plus en plus de guéris. Voilà, c'est une note d'espoir. Hein. Je vous ai parlé des épreuves, puisque malheureusement, si je suis venu ici, c'est le logo là-bas qui est en haut du dernier slide. C'est bien ce qui nous occupe, et ça, malheureusement, ça va nous occuper encore longtemps, parce que malgré tous les progrès de la médecine, malgré l'attention que l'on saura porter, malgré le 3e plan cancer et ceux qui vont suivre, il y aura toujours, encore une fois, l'épreuve de la maladie. Et l'épreuve de la maladie, si on peut la traverser avec des appuis pertinents des proches, je pense que on est tous dans une conception de l'homme qui serait plutôt, qui marquerait une nette progression. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire en introduction. Un peu longue peut-être. Merci. Merci beaucoup, merci, bravo. Ça a été bien. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je voulais rajouter un petit quelque chose. On a parlé de réseau, de soutien. Les personnes sourdes rencontrent énormément de difficultés à justement accéder à ces informations. Il n'y a pas de réseau pourvu, il n'y a pas de réseau bien organisé. Donc, je sais que la Ligue contre le cancer n'a pas, par exemple, d'accueil spécialisé. Il y a à la Salpêtrière une équipe qui peut vous soutenir dans les démarches, notamment en langue des signes. Alors, c'est vrai qu'au départ, on fait appel et on va souvent voir le premier médecin qui vous a diagnostiqué et annoncé le cancer. Il y a à la Salpêtrière François Glittel. Françoise Glittel, c'est son signe, qui travaille, qui est entendante, signante, et qui travaille dans l'équipe de la Salpêtrière pour justement permettre aux personnes qui sortent de l'hôpital d'être mieux soutenues dans leur démarche et de réorganiser leur vie avec la maladie. Oui. Donc voilà, mais les choses sont loin d'être terminées, mais c'est déjà c'est pour ça que j'ai indiqué aussi l'existence de la maison d'information en santé à la Salpêtrière, où il y a un accueil cancer. Donc ça peut donner lieu à des échanges et à des ressources d'information complémentaires. J'espère qu'ils se connaissent, mais on ne sait jamais dans une grande institution hospitalière. Il est immense, oui, il est immense l'hôpital. L'hôpital, bon, il y a plusieurs structures dans l'hôpital. Il y a aussi des associations, pas pour les malades spécialement, mais pour les familles, pour les proches. C'est vrai qu'en général, les proches ne trouvent pas dans l'hôpital des réponses. Alors, je ne sais pas, si on cherche des infos sur le cancer, aller voir quelqu'un qui s'y connaît. Je parle de personnes sourdes qui cherchent des informations. C'est très compliqué. Alors, il y a quand même en cours quelques projets d'association avec de la langue des signes. Et notamment parce que la communauté sourde récemment a été touchée par la mort de François Giraud. Et donc, sa femme, ses proches souhaitent créer une association qui permettrait aux personnes atteintes de cancer et leurs familles d'être mieux guidées, orientées. Oui. Il y a aussi... ce qui est prévu, c'est que cette association prendra naissance grâce à des dons. C'est
donc des amis de François Giraud et notamment Joël Chalude qui va organiser une soirée où on va faire des dons à cette association. Il y a eu un documentaire sur François Giraud qui a été diffusé sur France 5 que vous pouvez revoir sur le site de l'Œil et la Main. Donc je parlais de Joël Chalude et de son association qui s'appelle Symbiose, qui organisera cette soirée de gala. Si quelqu'un connaît la date, c'est le 21 mars. On me dit que c'est le 21 mars. Voilà. Donc il y en a quelques-uns qui sont au courant. Donc une soirée en hommage à François Giraud pour la création d'une association dédiée à l'accompagnement des familles. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ignore si à la Ligue contre le cancer, cette problématique a déjà été traitée. Donc, il serait bon, quand l'association se crée, qu'elle bénéficie peut-être d'un certain nombre d'expériences de la Ligue. Et je pense que ça serait fructueux qu'il y ait des échanges, parce que voilà, c'est difficile de trouver les bons contacts. Et il y a des ressources multiples à la Ligue. Je ne les connais pas toutes, bien sûr. Je n'ai pas d'ailleurs creusé plus particulièrement ce sujet, parce que j'imagine bien que c'est vous qui le connaissez le mieux. Mais on peut attirer l'attention aussi dans la mise en œuvre du plan cancer, puisqu'on a un rôle à jouer. Et on est représentant des usagers dans différentes structures. On peut faire remonter ce problème également. Donc, il faut éviter que l'association parte du camp de base de la Lapurna. En bas, on peut peut-être l'aider à partir d'un camp de base un peu plus élevé, parce qu'on aurait déblayé un peu certaines questions, vous voyez, où on aurait trouvé des repères. Et je pense que, moi, je veux bien assurer cette médiation avec la Ligue. C'est pas un problème. OK, mais on chercherait dans ce sens-là, parce que c'est effectivement une dimension intéressante, de bonne prise en charge de la maladie. D'accord, merci beaucoup. Je transmettrai, nous allons échanger nos mails et je transmettrai à la personne responsable. C'est très sympathique de votre part. Je vous en prie, ça me paraît tout à fait normal ou cohérent avec mes propos. Autre question ? Merci.